J'ai lancé ma boîte le jour de mon anniversaire de 2018 en fait, dès que j'avais l'âge légal. Dans les meilleurs mois, on a fait un peu plus de 500 000 € par mois. Et donc en fait, t'as genre des centaines de boîtes qui sont retrouvées, qui ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain à cause de ça. Donc j'avais toujours des calendriers réservés, donc de 10h jusqu'à 20h avec des incréments de 15 minutes, le calendrier était full. 40 rendez-vous par jour. 40 rendez-vous par jour, et je ne réfléchis jamais, je passe directement à l'action. Et je réfléchis pendant l'action. Donc s'il y a des murs, je me les prends et je règle le problème quand il y a un problème. Je suis pas quelqu'un de prévoyant. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole, laisse-la stagner et elle s'effondre. Et la meilleure façon de s'améliorer, c'est d'écouter ceux qui sont déjà passés par là. Je suis Benoît Dubos, cofondateur de Scalesia, le copilote de croissance des startups et des PME ambitieuses. Ensemble, nous allons partir à la découverte des plus belles réussites entrepreneuriales, avec un objectif, comprendre comment créer et développer une boîte de façon saine, rapide et durable. Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes, et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Je suis vraiment super content, déjà parce que c'est la première fois que je tourne un épisode des Jeunes Branches en vidéo, en studio. Il y a même des plantes vertes. Alors, c'est des fausses plantes vertes, mais c'est quand même parfaitement raccord avec le branding de Scalesia, vous en conviendrez. Mais surtout, pourquoi je suis super content? Parce que ça fait un moment que je veux recevoir Kylian, qui est avec moi. Pourquoi? Parce que vous allez voir, il y a pas mal de petits trucs super intéressants dont il faut absolument qu'on parle. Il y a un parcours, il y a une vraie proposition de valeur, il y a une expertise naissante, vraiment naissante malgré un âge qui est pas très avancé. Et donc je suis super content de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Mais comment ça va? Ça va super, et toi Benoît? Ça va. J'ai cru comprendre que c'était une période assez intense de ton côté là. C'est ça, exactement. On est dans une période un peu intense. On est dans le début de la nouvelle offre qu'on a lancée. Donc voilà. Et mais alors comment? Alors ça c'est une vraie question que je me pose. C'est forcément, tu vas en parler mieux que moi, mais t'es dans le Web 3. C'est ça. Mais en même temps, t'es obligé de te positionner sur du Web 2 aujourd'hui pour être visible, etc. Mais alors, avec ce projet-là, t'as eu un pivot là récent. Mais comment tu te présentes aujourd'hui? Kylian, toi, l'entrepreneur et la boîte. Moi, je me présente comme aujourd'hui un fondateur d'une entreprise dans laquelle on a une expertise. On propose une solution d'investissement dans le domaine du minage de crypto-monnaies. On propose d'investir dans des machines qui sont logées à l'étranger pour toucher une électricité moins chère en fait et permettre de sortir des rendements et donc voilà. Ok. Comment tu t'es positionné là-dessus en fait? Alors ça c'était il y a un an et demi. Moi j'étais en Bulgarie à l'époque. J'ai rencontré une personne qui est devenue un peu comme mon mentor. J'avais 17 ans à l'époque. Et en fait cette personne-là s'appelait Paul et c'était l'ami de mes parents. Bon, il se trouve qu'à l'époque, moi, je faisais 2-3 petits trucs, je tournais des clips vidéo, etc. pour des rappeurs en Bulgarie, je montais des drones FPV, des choses comme ça. Et donc, il se trouve que cette personne s'est intéressée à moi un jour où elle est venue à la maison. Et cette personne-là avait investi dans du minage de crypto-monnaies en fait. Et en fait, elle m'a permis en fait, après, on est devenu proches avec le temps. Et après, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Et avec le temps, je me suis intéressé à ça, j'ai vu sa ferme et j'ai commencé comme ça. Puis après un jour, elle est partie en France et elle m'a demandé de faire la maintenance de ses machines. Sauf que moi j'y connaissais pas grand-chose, j'avais des petites bases. Et c'est là où vraiment j'ai appris, où j'ai mis vraiment la main dans les pattes et donc j'ai touché les machines, j'ai appris comme ça, je me suis formé sur YouTube et donc l'histoire elle a commencé comme ça. Ok. Voilà. C'est les questions que je me posais en fait. C'est t'as 19 ans aujourd'hui. C'est ça. Et qu'est-ce qui a fait qu'à 19 ans, tu vois, tu t'es à 19 ans, même pas avant en fait, parce que j'ai lancé ma boîte le jour de mon anniversaire de 2018 en fait, dès que j'avais l'âge légal. Donc c'est la vraie question que je me posais quoi. C'est qu'est-ce qui fait que genre à même pas 18 ans, tu te dis ok, je veux être entrepreneur quoi. Moi en fait, j'ai pas vu ça comme ça en fait. J'ai pas vu ça comme entrepreneur. Moi en plus, j'aimais pas ce mot à l'époque. Moi j'ai toujours eu quand j'étais petit, j'étais joueur de tennis de table professionnel. Ok. Et donc j'avais directement ce truc de parce que quand le tennis de table c'est le seul sport où tu peux gagner directement de l'argent en cash très jeune en fait, parce qu'il y a un système de tournoi avec du cash à la gagne. Okay. Et donc après j'ai été professionnel, j'étais numéro 1 dans ma catégorie en France sur 2 années consécutives.
Et donc j'ai eu une vie un peu chargée. Et après en fait directement, moi après j'ai fait du resell de sneakers aussi. Enfin j'ai toujours lancé plein de trucs. J'avais lancé un truc de burger de nuit. Bon ça a pas marché. J'ai fait plein de trucs qui ont pas marché. En fait je me suis jamais rendu compte, mais j'ai toujours eu ça depuis petit. J'ai toujours lancé plein de trucs avec les moyens que j'avais, le minimum. Donc c'était un peu une évidence pour moi de lancer une société quand j'avais l'âge légal et quand j'avais un produit qui tenait la route, quoi. Genre, c'est quoi le premier projet que t'as lancé, genre du plus long que tu te rappelles? Le premier, je crois que c'était j'avais commencé à faire du resell de sneakers. Ok. Là où vraiment j'avais commencé à gagner un peu d'argent, c'est quand j'avais 14 ans, un truc comme ça. Et j'achetais des paires que je revendais plus cher en fait. Okay. Il y a un système de code de paires avec tu faisais ce qu'on appelait des raffles, donc des concours. Et donc en fait tu revendais les paires directement. T'avais déjà ton client à la sortie du magasin en fait, il t'attendait devant le magasin. Ok. Donc voilà. Ok, d'accord. Et t'avais quel âge là? Là j'avais 14 ans. 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. C'est pas vieux, hein? Non, pas du tout. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a fait te dire justement à 14 et puis à 18, puisque mais que là genre vraiment qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le resell? C'était quoi les constantes? Ça a toujours été le gain en fait, le gain, l'argent, et c'était plus le système d'avoir un objectif et de le réaliser. J'aimais bien ce système de revente, de commerce en fait. J'aimais bien faire du commerce, j'ai toujours eu ça dans le sang. Okay. Toujours faire du commerce en fait, acheter quelque chose et le revendre plus cher. Okay. J'ai toujours eu ce truc là dans le sang en fait. Ok. Et là aujourd'hui, corporation, au niveau chiffre, ça donne quoi? Alors, quand en ce moment là? Ouais, alors, parce que oui, il y a eu plusieurs phases. C'est ça exactement. Ouais, alors, si on peut faire l'historique du coup. Alors, l'historique, c'est que l'année dernière, en juillet 2021, j'ai lancé la boîte. Au bout du 3e mois, je faisais déjà un peu plus de 100 000 € par mois, juste avec de la formation. En fait, j'avais lancé un PDF et en fait, j'avais marché sur TikTok. Donc, je faisais des vidéos TikTok de mes machines à l'époque qui cartonnaient. Ma première vidéo, elle a fait un peu plus d'1 million de vues directement sur TikTok. Enfin, c'est vraiment TikTok qui m'a lancé. Et donc après, j'ai lancé un service d'installation à domicile. Donc, on allait chez toi, on te montait la machine, on te formait sur place et on te faisait de la maintenance après. Et ces deux services combinés, dans les meilleurs mois, on a fait un peu plus de 500 000 € par mois. Mais arrive, et donc il y a une mise à jour qui doit passer depuis quelques mois, qui s'appelait The Merge. C'est une mise à jour qui passait du système Proof of Work à Proof of Stake sur Ethereum. Et ça doit passer dans 2 mois depuis 2007. Il y a eu énormément de rumeurs, etc. Okay. Mais là, je me suis dit, bon, j'ai une activité sur ça, faut que je prévoie un plan de secours si ça passe vraiment. Et donc j'ai bien fait. Donc ensuite de mai jusqu'à début octobre, je me suis concentré sur l'élaboration d'une nouvelle offre et pour continuer à permettre aux gens d'investir dans le minage de façon rentable en fait. Et donc à ce moment-là en fait on a fait 0 € depuis mai en fait on a rien fait. On a lancé l'offre là début octobre. Normalement, on doit clôturer là un premier mois à 200 000 €, quelque chose comme ça, tout ça tournera autour de 200 000 €. Donc 2 fois inférieur à ce qu'on faisait avant, mais pour un premier mois, je suis assez content, je suis assez satisfait. Et donc voilà. 200 000 € dès le premier mois sur une nouvelle offre, il y a pas beaucoup de gens en tout cas en France qui le font. Tu vois, donc, ça c'est ouf. Je suis assez content de la réaction de la nouvelle offre, mais après moi c'est vrai que je m'attendais beaucoup à faire le chiffre d'affaires d'avant, etc. Donc voilà, c'était une offre assez similaire. La nouvelle offre, en fait, c'est assez simple. Nous, on a des conteneurs à l'étranger dans lesquels il y a des espaces pour mettre des machines. Et nous, ce qu'on fait, en fait, on est des vendeurs de hardware. On vend les machines qui sont à l'intérieur de ces conteneurs. Donc, on va vendre 1, 2, 3. Tu vas voir, tu dis, voilà, je vais investir 60 000, 70 000, 10 000, peu importe le montant. Nous, on te fait une offre pour ce montant-là. Et par la suite, en fait, nous, on commande les machines, on te loge là-bas et en fait, ta machine tourne. Donc, elle produit des bitcoins. Et en fait, on te facture ton électricité directement sur sa production de bitcoin. Et c'est ton unique frais. Et ensuite, tous les mois, tu reçois tes bitcoins dans ton wallet. Et donc, voilà. Ok. Et donc, en fait, tu as eu une vraie présence d'esprit à l'époque de dire, ok, il y avait The Merge là, cette mise à jour. C'est ça. À savoir que ça, c'est le cas pour énormément de boîtes. En fait, c'est le fait de dépendre d'un acteur externe, d'un facteur exogène à ta boîte, sur lequel t'as aucune maîtrise. Tu vois. C'est un truc qui était arrivé en 2018. Genre, t'avais énormément de boîtes et de SaaS et tout qui bossaient sur l'API d'Instagram, qui étaient plugués à Instagram, et qui dépendaient, genre leur business, tout reposait dessus. Tu vois. Je savais pas, Du jour au lendemain, Instagram a coupé son API.
Ok. Et donc, en fait, t'as genre des centaines de boîtes qui sont retrouvées, qui ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain à cause de ça. Ok, d'accord. Et Une donc, API sur quoi? C'était une API de partage de données, en fait, Ok, pour avoir d'accord. les infos sur, les infos sur les profils, etc. Ok, Tu vas d'accord. avoir de la data et tout. Et en fait, c'était une API ouverte et tout. Mhm. Insta ouvrait les vannes, tu vois. Et d'un coup, ils ont fermé le robinet. Ok. Et en fait, toi, tu t'es dit, ok, je dépends. Voilà mes vulnérabilités. Voilà ce qui pourrait demain causer ma perte. Genre, c'est à la fois mon opportunité, mais c'est aussi ma faiblesse. Donc, j'anticipe. Et en fait, t'as bien fait parce que les quelques mois d'avance que t'as pris, ça t'a permis d'éviter de te retrouver sur le carreau. Exactement. Donc, pendant ces 4 mois, j'ai fait le tour du monde à la recherche de partenaires dans des pays où l'électricité est pas chère. Parce que le minage du Bitcoin, le désavantage, entre guillemets, c'est que ça consomme 4 fois plus qu'une machine pour miner de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. C'est des machines qui sont spécialement faites, qui s'appellent des ASIC, et c'est des machines qui sont spécialement faites pour miner du Bitcoin, en fait. Et donc, j'ai dû faire un peu le tour du monde, je suis parti un peu partout, pour aller rencontrer des gens, sur place, parce que tu te doutes bien, je suis pas sur place, là où sont logées les machines. Et donc voilà, ça m'a permis de développer cette nouvelle offre, ça a pris un peu de temps, avant rien que de choisir le partenaire par qui on allait passer. Fallait quelque chose de confiance. Il y a pas mal de facteurs qu'il faut que tu prennes en compte, en fait. Il y a le prix de l'électricité, certes. Après, il y a le climat géopolitique, qui est important. Donc, la sécurité. Parce que si demain, tu te fais tout voler, tes machines n'existent plus, en fait. Donc, si tu vas il y a pas mal de facteurs qu'il faut que tu prennes en compte. Après, il y a le fait, nous, on a un minage 100% vertueux. On a un minage vert. Donc, en fait, on utilise des surplus de barrages hydroélectriques. Ah ouais. Exactement. Ok. Donc en gros, le barrage parce que souvent il y en a qui comprennent pas la notion de surplus. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'Afrique déborde d'électricité. Et en fait, par exemple, un barrage peut produire 4, sauf qu'il sort que 2 parce que la population autour du barrage n'est pas équipée pour recevoir l'électricité. Donc le partenaire qu'on a sur place est venu et a dit voilà, sortez les deux restants, nous on va l'utiliser pour faire fonctionner des machines. Okay. Et donc voilà comment ça s'est passé et voilà. Donc il y avait vraiment cet enjeu-là en plus de faire en sorte que ce soit. Il y a un autre enjeu aussi, c'est que par exemple, je te prends un exemple en ce moment même, ce qui se passe en ce moment, c'est que quand t'es pas branché sur de l'électricité verte, t'es branché sur du gris, par exemple c'est ce qui se passe au Texas, aux États-Unis. C'est que tu es dépendant d'un fournisseur d'électricité. Donc si demain ton fournisseur d'électricité il passe ton électricité de 0,6 à 0,10, en fait tu divises par 2 en rentabilité. Si t'as pas des contrats bloqués sur tant d'années, et c'est vrai que les contrats avec des fournisseurs d'électricité de gaz, charbon, ton électricité en fait elle est bloquée sur une période très courte. Donc c'est ce qui se passe en Texas en ce moment, c'est que la plus grosse boîte de minage qui s'appelle Hardwork, je crois que ça s'appelle comme ça. Elle va peut-être fermer ses portes pour plusieurs raisons. Déjà, la hausse de son fournisseur d'électricité. Et de 2, c'est qu'elle n'arrive plus à payer ses investisseurs. Parce qu'en ce moment, le marché est bas. Donc elle n'arrive plus à payer ses investisseurs. Donc, pour ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a vendu quelques machines. Donc, un peu plus de 4000 machines pour 7 millions d'euros. Elle a levé 27 millions, mais l'action chez Nasdaq, elle est passée de 9 $ à 20 centimes. Donc, catastrophe. Et ça, c'est un avantage pour nous, mineurs, qu'une boîte comme ça ferme. Pourquoi? Parce que sur le réseau Bitcoin, il y a quelque chose qui s'appelle la puissance de calcul. Sur cette puissance de calcul, en fait, plus il y a de gens qui minent, il y a le même nombre de récompenses, c'est-à-dire 6,25 Bitcoin toutes les 10 minutes. Ça ne bouge pas. Sauf que ces 6,25 Bitcoin, en fait, ils sont divisés par le nombre de mineurs qu'il y a sur le réseau. Donc si une énorme ferme qui a la plus grosse puissance de calcul sort du réseau et est débranchée, il y aura toujours 6,5 Bitcoin, sauf qu'elles seront réparties entre nous. Du coup, nous, on va plus miner. Donc, il y a pas mal de mineurs qui attendent que cette société ferme, etc. Enfin, voilà. Ok, donc là, tu te retrouves dans un marché avec une intensité concurrentielle giga forte. C'est ça. Parce que les ressources sont limitées. C'est ça. En même temps, tu sais, les 5 forces de porteurs, donc c'est les 5 forces qui menacent potentiellement une boîte, tu vois. T'as le pouvoir de négociation des fournisseurs. En fait, c'est exactement ce qui est en train de causer la perte de cet acteur-là au Texas. C'est le fait que ils dépendent directement de la force de frappe et ils sont complètement dépendants du bon vouloir, en gros, de leur fournisseur. Exactement. Toi, en fait, tu t'es émancipé de ça. C'est ça. Et aussi de leur investisseur, parce qu'en fait, il y a un énorme investisseur dans cette boîte-là qui est sorti. Et donc, ils sont dépendants de pas mal de facteurs dans cette société. Et toi, exactement comme ce qui va se passer. Tu sais, il y a beaucoup quand t'as un client qui te ramène 40% de ton chiffre d'affaires le jour où il se casse, dans la merde. Et donc toi, en fait, tu décentralises en travaillant sur des plus petits tickets. C'est ça, exactement. En fait, surtout nous, en fait, on investit avec l'argent de nos clients. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'investisseurs. Nous, on remplit le conteneur, en fait, c'est les machines de nos clients qu'on met.
Nous, ce qu'on prend, c'est une petite marge sur la machine. C'est comme ça qu'on fait un business model viable. Donc voilà. Et vous, là, vous faites 200 aujourd'hui et vous êtes combien? Alors, il y a un CDI dans la boîte, Ok. c'est tout. J'ai une associée, Sabrina Chitia, j'ai moi. Et après, sur place, notre partenaire qui nous facture, il nous facture d'une certaine façon. Lui a un peu plus il y a 20 personnes sur place. Ok. Et le CDI, on a un head of sales. Enfin voilà, on est vraiment une petite équipe. Et sinon, après, on bosse qu'avec des freelances. Ok. Donc après, moi, je me fais accompagner partout. C'est-à-dire que sur Twitter, je me fais accompagner. Là, je vais lancer YouTube, je me fais accompagner par une équipe. Moi, on bosse qu'avec des freelances partout. Donc on a un CDI dans la boîte actuellement. Ok. Et on est en train de prendre 4 alternants. Ok. En ce moment même là, donc ils vont commencer d'ici un mois, quelque chose comme ça. Sur quel rôle? Alors il y en aura un qui sera expert SEO. Ok. Une autre qui se chargera en fait de poster de gérer le compte TikTok. Ok. Donc voilà, de faire les scripts, etc. Un autre qui épaulera notre head of sales, donc un commercial, et la dernière, elle va faire tout ce qui est newsletter, rédaction d'articles, etc. Donc voilà. Ok. Ok, top. Et alors, je te propose qu'on rentre dans le détail vraiment de comment t'as pensé. Alors, moi, il y a 2 pans. C'est le go-to-market et puis après, c'est comment tu scales, tu vois. Mais avant ça, moi, j'ai une question que j'aime bien poser, tu vois. C'est quoi ton unpopular opinion à toi, genre, d'entrepreneur? Genre, vraiment, l'avis, genre, l'opinion que tu as sur n'importe quel sujet, tu vois, mais qui diverge de la norme. Je dirais que moi, ce que je fais, en tout cas, plutôt que ce que je pense, c'est que moi, dès que j'ai une idée dans ma tête, le lendemain, elle est mise en place. Okay. C'est-à-dire que je ne réfléchis pas. Donc c'est peut-être une erreur, mais je ne réfléchis jamais. Je passe directement à l'action. Et je réfléchis pendant l'action. Donc s'il y a des murs, je me les prends et je règle le problème quand il y a un problème. Je suis pas quelqu'un de prévoyant. Je ne prévois pas des problèmes et je les règle avant que le problème arrive. Donc c'est peut-être une erreur. Faudrait peut-être que je tempère, mais je suis plutôt comme ça. C'est super. Alors ça parlons-en parce que comment tu fais? Enfin, ça, je sais que c'est un sujet pour énorme. Genre 99% des gens sont pas comme toi. Mais c'est pour ça que je t'ai dit ça. Ouais, c'est ça. Et justement, c'est une sorte de souffrance et de frustration pour beaucoup de gens, tu vois, parce que tu penses beaucoup trop, etc. Mais comment? Enfin, tu l'as travaillé ça? Pas du tout. Comme ça, franchement, c'est instinctif depuis tout petit. Mais du coup, j'ai fait plein d'erreurs en fait. Mais en faisant plein d'erreurs, j'ai appris. Donc, je fais de moins en moins d'erreurs. Ouais. Parce que c'est sûr que tu peux vraiment apprendre que d'une erreur quand tu l'as fait, quoi, en fait, et que tu la réalises. Et tu la reproduis plus après. Donc ouais, si je pourrais dire un truc que là où je suis un peu différent de la masse, c'est vraiment ça. C'est que moi, dès que j'ai une idée, le lendemain, elle est mise en place. Les choses vont très très vite. Dès que je parle avec quelqu'un sur une discussion, le lendemain, le projet commence. Okay. Et je réfléchis aux obstacles pendant la création du projet, pas avant. Et je fais pas une étude de marché ou des choses comme ça. J'étudie rien en fait. Je suis absolument pas théorique. Je suis que dans l'action en fait. Que dans l'action, que dans la pratique. Voilà, exactement. Okay. Et après, bah forcément, le truc c'est que si tu lances des trucs le lendemain, de toute façon, t'as pas eu le temps d'investir quoi que ce soit, même pas ton temps en fait. Exactement. Donc à partir de là, bah mettons que tu te plantes, t'as rien perdu. Exactement. Et alors, moi j'aimerais bien qu'on parle un petit peu maintenant des premiers mois en fait. Alors. Les premiers mois, c'était. Ouais, alors justement, il y aurait beaucoup à dire sur les deux ères en fait de corporation, mais là parlons justement de ce lancement-là. Comment t'as lancé tout ça? Genre comment t'es passé de OK, on va lancer une nouvelle offre, etc. On va pivoter et tout, on va voir notre copie. À aujourd'hui 200K. Qu'est-ce que t'as mis en place? Alors, le premier produit que j'ai lancé, c'était une formation, comme j'ai expliqué. Là, c'était un peu une évidence parce qu'en fait, j'ai acheté des machines à l'époque, quand j'avais 17 ans, quelque chose, 17 ans. Et j'avais un petit entourage. Toutes les personnes autour de moi voulaient miner. Et d'ailleurs, je sais pas si tu vois, c'est Hugues Trijas. En fait, c'est lui qui m'a donné l'idée de ma boîte. C'est-à-dire que je vais lui parler sur Instagram. Parce qu'en fait, moi, j'avais une première idée, c'est de former les gens gratuitement pour qu'ils achètent du matériel chez moi. Parce que j'avais un système à l'époque, il y avait une pénurie de cartes graphiques. Et donc, les cartes graphiques se revendaient plus cher. Donc, mon premier business model, ça a été ça. Ça a été de la revente de cartes graphiques. Parce que j'avais des moyens de toucher les cartes graphiques moins chères, je les revendais plus cher. Donc, j'étais parti voir Hugues, etc. Je lui avais envoyé un message. Et lui, il m'avait dit, ouais,
tu devrais faire une formation et la vendre sur Udemy. Donc moi, je suis sur Udemy, etc. J'ai vu des formations à 10 €, etc. Je dis, non, mais, moi, faut que j'en vende 5000 pour faire, je sais pas combien d'euros, c'est pas possible. Et donc, je me suis dit, ok, je vais créer un site, je vais faire ma formation à moi, et je vais voir ce que ça va donner. Donc, j'ai lancé je fais un PDF, comme ça, de 50 pages, qui t'apprenait à monter ta machine tout seul. Donc, je me suis appliqué, j'ai fait un branding, je suis parti voir quelqu'un. À l'époque, je passais par 5euros.com pour trouver des prestataires. Et il se trouve que je sais toujours, parce que à cette époque-là, j'ai vraiment un petit réseau. Hein. Je suis connu nulle part. Je fais 100 vues sur Snapchat. Personne me regarde. Et je me dis, mais comment je vais vendre ça en fait? Et à ce moment-là, j'ai ma petite sœur qui était beaucoup sur TikTok, etc. Et elle me dit, mais tu devrais faire un TikTok. Tu devrais lancer un TikTok. Donc je lance un TikTok. J'avais des vidéos de mes machines, moi. Donc, je poste une vidéo comme ça, à 15 heures. Et le lendemain, la vidéo elle avait fait 700 000 vues. Et donc ça a se lancé comme ça. Et 3 jours après, la formation est sortie. Donc après, directement, il y avait plein de gens qui étaient intéressés par rapport à ça. Directement, j'avais une audience. J'avais un peu plus de 6000 abonnés en 2 jours. Et directement, j'ai eu une audience, en fait. Et donc après, voilà comment ce lancement est parti. Et sinon, sur le deuxième lancement, là, sur cette histoire-là, c'est comme j'ai expliqué, donc il y a eu The Merge qui devait passer, etc. Donc moi, je savais que le minage de Bitcoin était rentable. Mais je ne savais pas je ne savais pas dans quel endroit du monde. Moi, j'étais vraiment spécialisé que sur le minage d'Ether avec des rigs et des GPU. Absolument pas sur le ASIC. Je savais que ça existait, mais j'avais aucune connaissance sur ce domaine-là. Bon, c'est pas extrêmement loin comme milieu. Et donc après, j'ai commencé à développer une capacité à trouver du monde, etc. Et donc après, comme j'ai expliqué, je suis parti faire un peu le tour du monde, aller rencontrer plein de gens. Et donc après, je me suis dit, ok, à la base, je voulais faire du cloud mining, donc la location de puissance de calcul, sauf que pour ça, parce que là, c'est un vrai produit d'investissement. Pour ça, fallait PSAN, donc c'est un agrément pour les cryptos, pour les sociétés crypto, chose que je ne voulais pas être. Donc nous, en fait, on se place en tant que vendeur de matériel informatique. Donc nous, on est vraiment des vendeurs de hardware. On est spécialisé dans la vente de matériel informatique. Et ensuite, nous, on ne détient pas la crypto de nos clients. Nos clients ont directement leur crypto sur leur wallet. Donc voilà. Ok. Et c'était quoi cette vidéo-là, TikTok? Alors c'était une vidéo qui est encore en ligne d'ailleurs sur le TikTok Corporation FR, qui date de juillet, pareil, 2021. Et c'était une simple vidéo où en plus c'était un mensonge. Je filmais une carte graphique, une première carte graphique, et j'ai fait une musique style évolution. Genre j'ai commencé avec une carte graphique et maintenant j'ai ça, alors que j'avais commencé avec plusieurs cartes graphiques d'un coup. Et la vidéo, elle a explosé. D'accord. Voilà. Ouais, donc en fait, t'as vraiment craqué le truc. Voilà, c'est ça exactement. En plus, t'as bénéficié d'un truc. Alors ça, c'est un petit tip qu'on peut donner, mais TikTok, son objectif, comme tout réseau, c'est la rétention. Ouais, exactement. Et autant des utilisateurs que des créateurs, parce que c'est très gourmand. L'algorithme, il est extrêmement gourmand en contenu. Et donc en fait, quand tu crées un nouveau profil, tes premières vidéos et surtout la première, elle va être beaucoup plus poussée. Ouais, c'est ça exactement. Et donc en fait, t'as bénéficié de ça et donc t'as fait une vidéo tout de suite qui est partie virale. Et après en fait, j'ai réussi à enchaîner plusieurs vidéos virales. Donc, la troisième vidéo, elle a fait 3 millions de vues. C'est quoi ta recette? Donc, là, en gros, c'est quoi? Enfin, ce que j'imagine que ma recette à l'époque, parce que maintenant j'ai bien changé de com. Avant, j'avais une com. J'ai mis du temps à comprendre que ce truc-là avait du potentiel déjà, et j'avais une com très bullshit. Entre guillemets. C'est-à-dire que je parlais beaucoup d'argent, je parlais beaucoup de rendement, je parlais beaucoup j'avais une com pour faire du clic, tu vois. Maintenant, j'ai une com beaucoup plus sérieuse, j'ai toujours ce côté un petit peu, j'ai toujours ce côté-là un peu en moi, mais j'ai une com bien plus sérieuse. Et à cette époque-là, ma recette, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était vraiment de parler d'argent. Voilà. Et j'ai continué sur ce domaine-là à parler d'argent. Les gens adoraient ça. Et donc c'est comme ça que je me suis faufilé et ensuite après j'ai divisé ma com et j'ai eu plusieurs méthodes de communiquer. Donc voilà. Ok. Et en fait, oui, j'ai oublié un truc, c'est que j'avais une méthode aussi, c'était de la vulgarisation, c'est-à-dire que je vulgarisais pas mal le minage. Donc j'ai commencé avec une com un peu bullshit, puis après j'ai arrêté totalement cette com là parce qu'après j'avais une communauté, donc j'avais les gens qui me suivaient. Maintenant il fallait que je prouve. Donc après j'ai commencé une com éducative à fond, un peu à la Caroline Jurado. Je suis arrivé à la même époque que elle. Donc je mets moins éducatif sur le minage, voilà pourquoi les cartes graphiques ça chauffe, etc. Enfin plein de vidéos comme ça qui ont super bien marché à la finale, mais qui ont été vues parce que j'avais déjà une communauté. Si j'avais pas commencé avec cette méthode un peu pour faire du clic et pour générer des abonnés,
Je pense que ça aurait été un peu plus compliqué de faire des vues sur les vidéos éducatives par la suite, en fait. Ok. Voilà. Donc, t'as commencé, en fait, par vraiment, au début, t'as attiré, tu t'es généré vraiment un embryon de communauté. Exactement. Justement, en jouant la carte de la viralité, de la provoque, et vraiment du clivage à balle. C'était pas de la provoque. Ouais, j'étais pas vraiment dans la provoque, j'étais plus dans ce que je montrais, ce que j'avais. En plus, je trouve que du coup derrière, en fait, je vendais des formations. Ouais. Donc j'étais vu. Du coup, j'avais de l'argent qui rentrait. Et en fait, ça me permettait de faire des choses de plus en plus hautes dans ce domaine-là, en fait. Donc tu réinvestissais, en fait, ça générait du cash flow que tu réinvestissais dans ton matos. Exactement. Et c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Ok. Et ensuite, une fois que t'avais ce matelas-là communautaire. Dès que j'ai eu 50 000 abonnés sur TikTok. Ça allait très rapidement, en 2 mois, quelque chose comme ça. 2 mois. Là, tu t'es dit, ok, maintenant, on va changer d'angle. Voilà. Et là, on va vraiment en fait, ça a changé quand j'ai lancé mon produit d'installation à domicile. Okay. Là, on est passé d'un panier moyen à 200 € à 10 000 €. Ok. Donc, c'était plus les mêmes personnes. Ouais, c'est ça. Mais alors, comment ça s'est passé? Ce changement, parce que là, tu changes de cible, quoi. Alors, ça a changé. Avant de signer ma première installation, j'ai mis 1 mois. Ok. Si tu veux savoir, le premier mois sur Savillan, on a fait 0. On avait plein de leads qui rentraient, mais on n'arrivait pas à... Et puis après, j'ai étudié vraiment... Moi, j'avais aucune base de data, je bossais pas du tout sur un CRM. Nous, j'avais même pas de site, en fait. J'avais un Calendly. Et sur ce Calendly-là, après, on faisait des groupes WhatsApp. Je veux savoir. Et j'ai commencé avec un mec qui s'appelait Victor, qui est devenu ensuite parce qu'après, on est monté jusqu'à 16 installateurs en freelance, partout en France. Et ce mec-là, après, c'est devenu le chef des installeurs, mais en fait, ce mec-là, c'était mon premier client, à la base. Et ensuite, lui, c'était un ami. En fait, c'est avec lui que j'ai lancé ce service. En vérité, c'est comme si on était associés. J'ai vraiment lancé ce service avec lui. Et en fait, par la suite, donc j'ai dû changer vraiment. C'est à ce moment-là où vraiment j'ai changé de com. Je me suis rendu compte que là, j'étais un peu trop perçu comme un vendeur de formation, vendeur de rêves. Et je voulais plus du tout être perçu comme ça, parce que moi, mon objectif, c'est juste d'avoir des abonnés. Et j'étais pas comme ça à la base. C'est juste que j'ai vu que c'était quelque chose qui marchait, donc j'ai continué. Ouais. Donc après, je me suis dit, ok, faut que je me professionnalise, faut que je me crée une image de boîte. Après, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. J'étais pas du tout sur LinkedIn à l'époque, donc j'avais pas du tout le contenu professionnel de LinkedIn. Moi, j'étais vraiment que sur TikTok avec du contenu rempli de bullshit, etc. Donc après, je me suis instinctivement, mon panier moyen a augmenté. Je devais toucher plutôt des entrepreneurs cette fois-ci, qui ont des boîtes, qui veulent réaliser des investissements. Et donc après, je suis vraiment rentré dans une com éducative. Et puis après, je suis parti sur LinkedIn en janvier. Et là, ça a vraiment bien marché. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là sur ce premier mois? Parce que ça pour te dire, c'est vraiment quelque chose de très violent entre guillemets pour un entrepreneur. C'est justement de changer de cible et changer de cible et en plus de ça de changer d'offre. Donc toi, t'as tout fait. Ouais. Donc, moi, j'ai gardé l'ancienne, la formation, et après j'ai ajouté une offre en fait. Moi, j'ai ajouté une offre à mon panel. Mais donc forcément, il s'adressait à une cible différente parce que quand tu multiplies, quand tu passes de 200 à 10K, c'est quand même assez radical. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu as fait ce premier mois? Alors, pour aller choper tes premières commandes, quoi. Alors, déjà, j'ai pris un closer à l'époque. Donc, à l'époque, en fait, c'est Victor qui gérait tout. Puis après, je me suis dit, non, en fait, je lui ai dit, ok, on enregistre tes appels, j'ai commencé à écouter. Puis après, je me suis rendu compte qu'il était pas trop à l'aise au niveau du commerce. Lui, c'était plus vraiment un spécialiste de l'installation. Et donc, j'ai pris un closer. Donc, c'est comme ça qu'on a closé nos premiers trucs. Puis après, j'en ai pris un deuxième, puis un troisième. Puis après, les installateurs, pareil, c'est monté de 1 jusqu'à 16. Et en fait, sur la masse, le problème, c'était pas d'aller toucher mes cibles, mais plus de les convertir. Donc, le problème était plus au niveau de comment on présente l'offre, comment on l'agence. Okay. Et en fait, sur la masse, parce que je faisais vraiment beaucoup de vues, vraiment beaucoup de vues sur TikTok, Instagram, etc. Et sur la masse, donc, j'avais toujours des calendriers réservés, donc, de 10h jusqu'à 20h avec des incréments de 15 minutes, le calendrier était full. Ah ouais. Toute la journée. La journée. Ah ouais. Ouais, toute la journée, avec des créneaux de 15 minutes, toute la journée. 40 rendez-vous par jour, quoi. 40 rendez-vous par jour, j'avais 3 closers qui prenaient, et sur la masse, il y avait 2 clients, 3 clients par jour qui signaient, tu vois. Ah, d'accord. Donc, t'as vraiment joué le jeu du volume. Voilà, du volume. Ok. Après, je t'ai dit, de toute façon, là, j'ai une audience qui est très, très large. Exactement. Que j'arrive pas à segmenter parce que c'est TikTok, parce que c'est un canal viral qui est trop ouvert. Donc, on joue le jeu de la masse et petit à petit, ça nous permet d'identifier l'audience qui réagit le mieux. Exactement. Ce qui a changé aussi, c'est que j'ai ouvert un mini shop. Donc, j'avais un fournisseur sur Bordeaux. Ok. Et donc, il avait une maison. Okay. Et c'est vrai qu'il pouvait séparer sa maison en deux, donc on a construit un mur en béton pour séparer sa maison, et il y avait encore un espace. Et on a construit un shop pour venir acheter des machines, en fait. Okay.
directement là-bas. Donc c'est là-bas où on construisait tous les rigs, etc. Tous les rigs, c'est une machine de minage. Et ce qui a changé, c'est la boutique aussi. Voilà, même si c'était pas une énorme boutique, c'est quelque chose où tu pouvais venir nous rencontrer. Puis après, j'ai commencé à avoir des commerciales qui faisaient uniquement des rendez-vous en physique. Ça a changé aussi. Enfin, j'ai essayé d'apporter un max de confiance possible. Et donc voilà. Ok. Et donc là, en fait, t'as choisi de direct faire appel à des closers, c'est ça? Voilà. Tu t'occupais pas de la vente? Non, pas du tout. Okay. Moi, j'ai toujours été indépendant jusqu'à là. J'ai signé mon premier CDI. Moi, j'ai toujours été, j'étais toujours seul. J'avais 100% partout et je bossais qu'avec des freelances. Ils me faisaient facturer. Et tu les manageais pas dans le sens manager. Moi, je suis un piètre manager. Ouais. Je suis exécrable. Je suis vraiment nul dans ce domaine-là. J'ai vraiment du mal avec les gens et pour ça, maintenant, je me fais accompagner. Okay. Aujourd'hui, j'ai une associée qui était dans la finance et qui a géré un peu plus de 150 consultants et qui est excellente dans le management. Du coup, je n'ai plus du tout à m'occuper de ça. Et moi, je suis vraiment très très nul en management. C'est quoi tes rôles aujourd'hui? Alors aujourd'hui, mon rôle, c'est un peu un créateur d'opportunités. Ok. Je peux me positionner un peu comme ça, c'est-à-dire que j'arrive facilement à débloquer des opportunités. Je vais chercher des choses pour aller, par exemple là, pour faire ce podcast, d'aller dans les médias, etc. Là, maintenant, mon objectif, c'est d'être vu et de rendre la boîte visible encore plus qu'avant. Donc voilà mon rôle aujourd'hui. Donc je m'occupe plus du commercial, etc. Je m'occupe de rien, sauf de faire. Je suis un peu le coup de pouce de la boîte, c'est-à-dire que c'est moi qui vais aller, voilà, un débloqueur d'opportunités. J'ai une capacité à débloquer des opportunités. Voilà. Ok. Et alors, on va en reparler de ça après, cette partie-là, vraiment market et tout, mais sur la partie offre, ça m'intéresse de ouf de savoir comment, genre, quand il y a eu The Merge, là, comment tu l'as élaboré, cette offre-là? Comment t'es parti d'une feuille blanche? Parce que alors, en vrai, je suis parti d'une feuille blanche, totalement. Et comment t'as fait, tu vois? Alors, il se trouve qu'à l'époque, on avait fait une installation à domicile. Je sais pas si tu vois, c'est qui, Marc Blatta? Non. Ça te dit rien? Bon, c'est quelqu'un de pas super bien vu sur les réseaux. En fait, il nous a pris une énorme installation, un peu plus de 500 000 €. Ah ouais. C'est quelqu'un qui habite à Dubaï. Nous, on voulait pas trop être vu par rapport à lui, mais on lui a quand même réalisé son installation. Moi, il se trouve qu'après, il en a parlé, etc., sur ses réseaux. Pendant qu'on était en train de clôturer l'installation, lui, il parlait aussi de minage de Bitcoin, parce que lui, il se renseignait un peu sur tous les fournisseurs. Donc là, j'ai commencé à m'intéresser au minage de Bitcoin, en fait. C'est à ce moment-là où je suis parti d'une feuille blanche et j'ai commencé à faire mes calculs de rentabilité. Ok, à ce prix-là, l'électricité, on gagne tant avec un Bitcoin à temps. Et là, j'ai commencé à avoir une rentabilité. Donc, j'ai trouvé en premier lieu un fournisseur sur Dubaï où on touchait l'électricité pas cher. Et donc, après, je suis parti à Dubaï. Et c'est à ce moment-là, en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à développer l'offre. Au début, je me suis dit, comme je t'ai dit, je voulais faire du cloud mining. Puis après, je me suis rendu compte que non. Puis plein de petites choses comme ça. Et donc voilà, ouais, je suis parti d'un calcul de rentabilité sur une feuille blanche. J'ai fait un PDF. Et après, je me suis dit, ok, il faut que je cherche un partenaire. Et après, en fait, je me suis dit, ok, on va loger des machines. Enfin voilà comment c'est parti, l'histoire est partie sur ça, en fait, tout simplement. Ok, donc en fait, il n'y a pas eu d'exploration tant que ça sur le besoin. En fait, tu connaissais déjà le besoin. En fait, moi, j'avais un objectif, c'était continuer à rendre le minage rentable après The Merge. Ok. C'est ça mon objectif. Ok. Et en fait, là, c'est juste que tu devais réadapter ton offre par rapport à un nouveau contexte, mais tu avais déjà identifié que de toute façon, il y avait un besoin, c'est ça, que les gens étaient prêts à payer. Moi, j'avais ma boîte qui tournait tous les mois, j'avais des clients entrants. Ouais, c'est ça. Okay. Donc je savais qu'il y avait un besoin. C'était approximativement là. C'est un peu différent parce que là maintenant les gens ils ont plus les machines chez eux. Ils ont plus de ce truc de j'ai une machine chez moi, c'est trop cool, etc. J'ai mis une chez moi. Là c'est juste là on change. C'est vrai non, faut que je devienne encore une com un peu. J'ai une com un peu encore plus sérieuse. Là c'est vraiment un produit d'investissement. Là par exemple je vois les premiers prospects qu'on a posent 15 fois plus de questions qu'avant parce qu'ils ont plus la machine chez eux. Donc on doit être vraiment dans une démarche de confiance, d'ailleurs là c'est pour ça on est en train de chercher un local là pour ouvrir premier showroom dédié au minage de crypto en France. Donc là c'est un très beau local dans un très beau quartier de Paris. Okay. Donc c'est pour là je vais vraiment aller chercher des relations presse dans des médias classiques. Je vais vraiment rassurer au maximum parce que je me rends compte qu'aujourd'hui ma clientèle a besoin de ça. Comme elle a plus les machines chez elle, elle a vraiment besoin de aujourd'hui, entre guillemets, là, je suis dans une démarche, c'est un peu triste de dire ça, mais je suis dans une démarche de pourquoi je serais pas une arnaque.
Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que là, la personne peut très bien me payer, je peux fermer la boîte ou je sais pas. Et, Ouais, bien sûr. et les machines sont... Et surtout que dans ce domaine-là, dans le cloud mining, il y a eu énormément d'arnaques. Donc là, je suis plus dans une démarche de, OK, faut que j'aille chercher tous les éléments de rassurance possibles. Donc là, je suis en train là, je suis un article sur Challenge, je suis en train d'aller chercher des articles partout, d'avoir le plus de crédibilité possible, en fait. Là, déjà avant, je me cachais, en fait. Avant, j'étais inconnu, personne n'a jamais vu ma tête. Donc là, maintenant, je commence à montrer ma tête. Et là, mon objectif, c'est de devenir connu. Mais devenir connu dans le bon sens. Donc là, je vais commencer à lancer une chaîne YouTube, etc. Okay. Donc là, je suis vraiment dans une démarche de, OK, ça va prendre un peu de temps. Faut que les gens, ils me connaissent. Ils me connaissaient d'avant, mais ils connaissaient ce que je faisais, pas qui j'étais. Maintenant, faut qu'ils savent qui je suis. Ouais. Voilà la démarche actuelle. Et tu fais un travail de très marketing, de positionnement, de branding. Exactement, de branding. Et totalement. D'ailleurs, on a refait toute notre image de marque. On est passé avoir un super studio. On a une image de marque de folie. Là, semaine prochaine, on a un site web qui sort. Enfin voilà, là, on peut plus trop bosser sur un Calendly. Là, j'étais vraiment dans un truc, un peu à la Wall & Game Beast to Fly, tu vois, un truc, et là, maintenant, je peux plus du tout faire ça, tu vois. Là, je suis vraiment dans un truc où il faut que je professionnalise ce que je fais parce qu'aujourd'hui ma clientèle a besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'on est en train d'ouvrir, on est en train de chercher un local. Et puis on veut pas prendre quelque chose même au niveau du choix du quartier, tu vois, on veut être dans le 16, on veut être dans un beau quartier, on veut enfin voilà ma démarche actuelle en ce moment même sur la nouvelle offre. Enfin, voilà. OK. Donc là en fait première phase, en fait finalement si on regarde première phase, c'était un peu ta phase d'exploration, même si là c'est ça exactement. Là c'est vraiment ma phase d'exploration en fait là. Ouais. Là j'ai eu mes premiers leads. Mais même la première phase même avance de merge en fait. T'étais déjà dans une phase t'étais peu dans une phase d'exploration où t'étais allé en mode quick and dirty, etc. Alors, juste le Calendly et tout. Alors là j'étais vraiment dans comme tu dis j'allais juste avec le Calendly parce que là les gens ne me posaient pas de questions. Là je livrais le matériel chez eux, l'installateur il venait chez eux. Il installait et du coup il y avait ce truc de les gens ils l'avaient en main, tu vois, c'est pas juste ils reçoivent des bitcoins sur un wallet, tu vois, ils avaient la machine en main, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et ça change beaucoup. Et là et ça c'est un problème, tu vois, que je t'ai dit je réfléchis pas avant j'agis toujours. C'est un problème que j'avais pas pris en compte et que j'aurais pu penser, tu vois. J'aurais pu travailler mon image avant, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et là je fais face au problème. Donc maintenant je vais résoudre le problème. Et là c'est quoi le plan? Là le plan le next step c'est d'aller ouvrir le showroom. Donc on veut vraiment faire un bon truc, d'aller chercher un max de relations presse, de passer dans le maximum de podcasts possible, de passer le maximum de chaînes YouTube, etc., de lancer ma chaîne YouTube. Enfin vraiment c'est ça le plan, de me faire connaître et d'une façon positive. Mais en plus de ça, le truc c'est que t'es sur un marché naissant. Enfin, il y a combien d'acteurs aujourd'hui dans le mining? En fait j'ai pas alors sur mon offre, il y en a 2, mais en fait, on a un peu rien à voir. C'est-à-dire que nous, on est il y a une autre société qui s'appelle Just Mining, qui est dirigée par Owen Simonin, le hasher. Je sais pas si tu vois c'est qui. Cette société-là, en fait, ne propose plus de services de mining. Eux, ils sont plus dans le stacking, la DeFi, etc. Ils proposent plus des solutions d'investissement dans ce côté-là. Et sur les autres acteurs dans ce marché-là, ils sont pas énormément vus en fait. Il y a juste vraiment les gens qui sont initiés à la crypto, les professionnels dans ce domaine-là, qui les connaissent. Mais sur le mainstream, sur le public, sur les néophytes, il y a personne. Donc aujourd'hui, j'ai pas vraiment de concurrence. Donc voilà. Ok, donc en fait, t'as créé vraiment ta propre catégorie. C'est un peu ça. C'est comment tu l'appellerais ta catégorie à toi? Nous, on vise vraiment mon objectif, c'est que n'importe qui puisse investir dans le minage, sans c'est pour ça qu'on a enlevé toutes les contraintes techniques, le bruit, la chaleur, la gestion de la machine, en fait tout ça on s'en charge. Et le but c'est vraiment de rendre ça accessible, faire un peu un modèle BRICS, je sais pas si tu vois. Ouais. Tu vois avec d'ailleurs ça se lance lundi là. On lance un paiement fractionné, c'est-à-dire que une machine pour être investie on ferait exactement le même modèle que BRICS. Donc on est en train de lancer ça. Donc voilà un peu l'objectif. L'objectif c'est vraiment de rendre ça accessible et rendre ça populaire. Alors, moi c'est mon objectif actuel. Donc vraiment là ton objectif, ta mission, ta mission c'est vraiment de démocratiser exactement, au maximum. Tu vois, même aller faire des pubs dans le métro. Enfin vraiment devenir une boîte de confiance. Tu vois, faut vraiment qu'on soit un partenaire de confiance. Ouais. Mais c'est en fait t'as un timing de fou à jouer parce que c'est des sujets qui tu le sais qui se démocratisent de ouf. Mais aussi où les gens commencent à vraiment voir les opportunités qui se dessinent avec ça. Exactement. Donc toi, t'arrives, tu te fais le pourvoyeur, non seulement des solutions, mais
en même temps, de ce changement de paradigme. Donc, en fait, tu vas venir enseigner aux gens C'est ça, ce qu'ils doivent comprendre, ce qu'ils doivent savoir, Ouais, et ensuite leur expliquer, voilà C'est ce ça. que ça peut leur apporter. Exactement. Après, la crypto aujourd'hui, les Français, en tout cas, sur le marché français, sont très craintifs. Et moi, je dois apporter plein d'éléments de rassurance. C'est que, aujourd'hui, sur ce marché-là, il y a quasiment plus d'arnaques que de sociétés qui font des choses avec des valeurs et des principes et des choses bien. Donc, positivement et pas positivement, c'est que je subis un peu cette image-là globale de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend plein d'arnaques. Voilà, je me suis fait arnaquer sur un projet NFT, machin. Tu vois, même toi, t'as dû entendre ça, je pense. C'est que, donc voilà un peu où j'en suis sur ça. Donc là, c'est un peu une difficulté que tu as aujourd'hui, quoi. Ouais, exactement. Et là, maintenant, là, je suis concentré sur ce problème-là. Là, je suis en train de réfléchir tous les soirs à comment je peux faire pour rassurer le plus possible. Ouais. Mais c'est aussi une opportunité de ouf, parce que si tu y arrives derrière, le risk-reward, il est énorme. Mais ça, c'est un problème, tu vois, avant, j'avais pas besoin de ça pour faire de l'argent, tu vois. Ouais. J'avais pas besoin je bossais vraiment, les gens achetaient sans poser de questions, en fait, parce qu'il y avait vraiment ce truc, et maintenant, je sens que j'ai besoin de ça. Je vends sans ça. Je peux continuer à vendre, etc. Je pense que je peux atteindre le même chiffre d'affaires qu'avant en continuant comme ça. Mais je sens que si j'ajoute ça, je peux aller chercher des chiffres, bien plus hauts que avant, en fait. Ouais, je sens qu'il y a une vraie opportunité quand je vais apporter ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et comment tu fais? Parce que si on parle, tu vois, de la notion de réassurance, t'as 1 milliard de trucs que tu peux faire. Comment tu fais pour aujourd'hui prioriser ton temps et prioriser les actions? Alors, j'ai de la chance, c'est que j'ai beaucoup de temps. J'ai pas mal de temps libre. Je vais pas mentir. Le truc tourne, c'est un peu une machine. Je veux savoir, le process, c'est, j'ai quelqu'un qui prend au téléphone, donc je m'occupe pas du tout de la partie commerciale. J'ai quelqu'un qui envoie tout ce qui est contrat, etc. Donc, je m'occupe pas de cette partie-là. Je m'occupe même pas de la partie virement. J'ai quelqu'un qui s'occupe, mon comptable s'occupe de tout. Donc, sur la partie, quand un client rentre, il me prend 0 temps. Okay. Tous les process sont automatisés. Okay. Donc, j'ai pas mal de temps. Donc, je réfléchis moi, je suis vraiment un peu j'ai un peu ce rôle de boost, en fait, et de résoudre un peu, d'observer. Tu vois, j'ai pris quelques appels pour comprendre un peu les nouveaux clients, les nouveaux prospects. J'ai tout noté, comment ils étaient, etc. Tu vois, d'avoir le plus d'informations possible, le plus de data. Tu vas poser quoi comme question? À chaque fois, en fait, je veux connaître son profil, voir un peu qui on touche, avec quel réseau. Parce que là, par exemple, en ce moment, là, j'ai commencé une com que sur LinkedIn, tu vois. Et je me rends compte que je touche énormément ce profil-là d'entrepreneur qui veut défiscaliser. Parce que c'est vrai que nous, en fait, on vend du matériel informatique. Donc, en fait, toutes les boîtes du monde peuvent faire passer du matériel informatique dans leur bilan, en fait. Et en fait, je me rends compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, et ça, c'est un nouveau profil, tu vois, d'entrepreneurs du faux B2B, tu vois, pas du B2B, tu vois, pour sortir des frais de sa boîte et en même temps investir, tu vois, pour réduire son bénéfice à la fin de l'année, tu vois. Et ça, c'est vraiment un type de profil que j'ai beaucoup sur cette nouvelle offre, tu vois, et que, plein de choses comme ça. Okay. Je suis vraiment en train de me rendre compte que c'est pas la même population, que les choses changent et que faut que je m'adapte et j'essaie voilà, j'ai un peu ce rôle-là de regarder, en fait, tu vois, de regarder, d'agir et de faire des actions. Ok, donc c'est vraiment travail d'empathie de ouf. C'est ça, exactement. Tu prends un appel, tu prends un appel. Je prends quelques appels, tu vois, je prends un appel par jour, 2 appels par jour. Ok. Donc voilà. Et t'as un script ou? Pas du tout. Non. Moi, j'ai vraiment on échange. Mais par contre, mes commerciaux ont un script. Moi, c'est vraiment de l'échange. J'ai pas de script. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que tu cherches à, c'est quoi les items que tu cherches à obtenir pendant ces appels? Alors, moi, ce que je cherche, c'est vraiment connaître leur vie, tu vois, au maximum. Okay. Quel type de personnes vraiment quel type de personnes ils sont. C'est vraiment ça mon objectif, tu vois, de tout connaître sur eux. Donc, limite, je rentre dans une relation amicale. Et comme à chaque fois que je prends l'appel, je dis, exceptionnellement aujourd'hui, je prends les appels, alors que c'est du coup les gens et tous les gens qui rentrent dans lead me connaissent, en fait. Donc, il y a directement ce truc amical, en fait. Et je rentre directement dans une relation amicale pour rentrer un peu dans le privé, pour vraiment savoir à qui j'ai affaire et pour optimiser ma com par la suite, en fait. Okay. Ah, mais donc c'est même pas des clients existants, c'est des leads? C'est des leads, ouais, exactement. Okay. Et donc tu dois closer de ouf? Ça va. Moi, je close plus que mes commerciales. Parce qu'en fait, les gens, ils ont vraiment c'est ça. Tout le monde connaît Kylian, tu vois ce que je veux dire, quand les gens, ils rentrent sur, carrément. À chaque fois. Et t'as vu un avant et un après? Entre quand t'as commencé à le faire, quand tu le faisais pas et quand tu t'es mis à le faire, ça, un call par jour, ce call quotidien? Non, j'ai pas vu d'avant et d'après. Moi, en termes de connaissances marché, etc. Ouais, totalement. C'est vrai qu'avant, j'avais pas du tout cette démarche, tu vois, de connaître au maximum les gens qui achètent chez moi. En fait, il y a plein de trucs que j'ai développés.
parce que c'est vrai que j'étais jeune et que j'avais aucune base dans la structuration d'une boîte, dans l'organisation d'une boîte, dans la gestion de données, etc. Tu vois. Moi, la seule chose que je faisais, c'était j'avais une newsletter automatique sur Klaviyo, tu vois. C'était quand je venais tu vois, j'étais vraiment j'étais vraiment un peu à l'arrache, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et c'est vrai que là maintenant, je suis dans une phase de structuration parce que comme je te dis, je sens que le marché en a besoin. Et c'est intéressant parce que moi, j'apprends en même temps et je m'enrichis. Et donc voilà. Donc là, vraiment, quand tu discutes avec eux, t'as genre juste on échange, quoi. Voilà, moi je suis vraiment dans tu leur poses des questions. Voilà, moi je suis vraiment dans une démarche d'échange. Okay. Et je me rends compte que vraiment, je touche vraiment là, j'ai découvert une nouvelle catégorie, comme je te l'ai expliqué. Et ça arrive très souvent, en fait. Il y a vraiment beaucoup de ce type-là. Et du coup, moi, ça me permet d'optimiser ma com après, en fait. Aller chercher plus de leads. Carrément. Et donc voilà. Et même mes commerciales, par contre, eux, ils ont tous un script. Eux, après, ils argumentent. Parce que toi, le truc, c'est que, toi, tu fais ce qu'on appelle de la vente consultative. C'est-à-dire qu'en gros, tu crées du lien, t'apportes de la valeur, t'as déjà un ethos, t'as déjà une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que les gens te connaissent, etc. Donc il y a déjà du lien, de la proximité. Mais en fait, toi, tu te contentes juste d'apporter des réponses, en fait. C'est ça, exactement. T'es comme un consultant. Exactement. Donc la vente, en fait, elle se fait d'elle-même. Exactement. T'as tout compris. Et versus, donc t'as pas besoin de reposer sur de la technicité commerciale ou quoi, en fait, on s'en fout. Versus les commerciaux qui, eux, bénéficient pas de cette image que t'as. Donc, sont obligés d'être plus en place techniquement parlant. Exactement, c'est ça. Et leur script, tu saurais me dire comment c'est structuré ou non, pas du tout. Non, t'as pas bossé dessus. J'ai absolument pas. Ça fait même pas un mois qu'elle a lancé. Donc là, même eux, ils sont encore dans leur structuration de script. Ouais, tu vois. Ils itèrent dessus, ils me l'ont montré rapidement, tu vois. Ils me le montreront quand eux, vraiment, ils auront un script assez chargé et vraiment, eux, ils sont vraiment dans le testing en ce moment. Tu vois, on est vraiment c'est un nouveau marché, tu vois. C'est vrai, tu vois, c'est vraiment un problème que, comme je dis, je l'avais pas vu. C'est vraiment des nouvelles personnes. C'est vraiment c'est nouveau. Et alors ça, c'est une question que je me pose. C'est sur la partie. Alors on a parlé de la partie marketing / distribution. Donc là, aujourd'hui, t'as un vrai enjeu de branding pour ça. Exactement. T'as un vrai enjeu de branding, de positionnement, créer ta propre catégorie en fait, ça. Et en même temps de réassurance du marché. C'est ça exactement. Et en même temps, forcément de distribution qui se fait en flux. Tu génères des leads, etc. sur les réseaux et ainsi de suite. Et en même temps de découverte de ton marché, parce que tu l'as dit, tu découvres des segments et des opportunités que tu n'avais pas soupçonnées. C'est ça. Sur la partie commerciale, ça se structure. T'as une team sales et tout. Vraiment sur la partie genre produit, mais pas offre, vraiment expérience client. Parce que tu sais, il y a l'avant-vente où là il faut rassurer, etc. Et puis après t'as l'après-vente où en gros il faut que plus vite possible. En gros c'est ce qu'on appelle en gros l'activation. Le client se dise le plus vite possible. Putain mais en gros, meilleure décision de mon année, tu vois. Nous, c'est ça mon job, en fait. Ok. Tu fais quoi? Actuellement, là, par exemple, le système, c'est qu'on n'a pas encore d'espace utilisateur sur le site. Donc, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils investissent et ensuite, ils reçoivent juste leur Bitcoin par mois, plus un rapport détaillé par mail. Donc là, je suis en train de créer avec une équipe de dev, etc., un espace utilisateur où tu vas pouvoir suivre toute ta machine. Je pense même, je suis en train de penser à des systèmes pour qu'il y ait des caméras pour qu'ils puissent aussi les clients voir leur machine en temps direct. Enfin, envoyer des mails, donner des noms à des machines. Là, je suis en train de développer un programme d'affiliation pour que pour clients en fait, où nous en fait on prendra presque pas de marge pour que les clients puissent, en ramenant de clients, avoir directement d'autres machines branchées. Donc au lieu de par exemple, il y a tant de de commission quand tu ramènes un client. Nous, on veut vraiment une grosse commission pour atteindre le montant d'une machine prix coûtant le plus rapidement possible, pour que directement, il ait ses objectifs avec une barre qui monte petit à petit pour dès qu'ils ont une machine, dès qu'ils ont atteint dès qu'ils nous ont ramené à cette client, directement ils ont une machine de rebrancher. Donc le but c'est vraiment de gamifier de cette expérience en fait utilisateur. C'est ça. Voilà. Pour maintenir vraiment l'engagement. C'est ça, exactement. Et parce que l'objectif c'est le réinvestissement. Après il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est la rentabilité. Ouais. Je veux savoir aujourd'hui, on sort pour nos clients en net 20% par an à peu près, avec un Bitcoin à 20 000 euros. Tu vois. Ok. Voilà. Donc si le Bitcoin double, le client double, etc. Donc même en termes de rendement, c'est intéressant. C'est super intéressant. Après, le pendant de ça, l'opportunité de ça, c'est que forcément les rendements ils peuvent être incroyables. Et après forcément si demain ça se casse la gueule. Exactement. Et donc toi en fait tu dois compenser quoi qu'il arrive en apportant une expérience utilisateur la plus impeccable possible. C'est pour ça qu'aussi on est en train de lancer une newsletter. Enfin là il y a une newsletter qui est en ligne. Donc on envoie 3 mails par semaine. Enfin faut vraiment garder un contact. Vraiment un engagement le plus. Exactement. Il y aura quoi dans cette newsletter?
Alors là, on parle vraiment de crypto, entrepreneuriat un petit peu. Okay. Donc on envoie 3 mails par semaine. Par exemple, le mail d'aujourd'hui, c'était je vous montre ma ferme, et en fait on montre plein de photos de la ferme, etc. Enfin voilà, il y a plein de types. On a fait un mail sur les Bored Apps. Enfin voilà, ça parle un peu de tout l'écosystème. Okay. L'écosystème blockchain, en fait, tout simplement. Donc vraiment de l'actu. Voilà. Enfin. Mais est-ce que tu as une velléité, est-ce que tu as une ambition vraiment de créer devenir un média, ou c'est juste Non. En fait, tu sais, tu vas rigoler. Vas-y. Tu sais pourquoi je me suis rendu compte de la puissance de la newsletter? C'était avec toi. Ah ouais. Pour te rendre compte, c'est que, en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, quand tu deviens prospect chez une entreprise, t'as tendance à l'oublier. Et c'est vrai que quand elle te relance pas et que tu reçois des mails toutes les semaines d'elle, mais en fait tu l'oublies jamais. Et en fait tu vas repenser à elle par rapport à l'offre qu'elle t'a envoyée, tu vois. Et je me suis rendu compte qu'elle était là, la puissance de la newsletter, et je me suis pas trompé, parce que ça marche pas mal sur nos prospects actuels. C'est-à-dire, c'est pour pas tomber dans l'oubli, en fait. Voilà, je vous envoie des mails, je vous donne de la valeur. C'est vraiment pour pas tomber dans l'oubli. Ok, t'as Corporation qui t'affiche sur ton téléphone 3 fois par semaine, et tu vas lire le mail ou tu vas pas le lire, peu importe. Mais en tout cas, t'as vu mon nom, tu vois. Ouais. Et c'était avec toi justement où je me suis rendu compte de ça, en fait. Ouais. Bah c'est parce que l'intérêt c'est de rester top of mind, tu vois. Mais comment tu t'es dit ok 3 fois par semaine, genre c'est le bon chiffre, tu vois. Alors pour l'instant on est en testing. Ouais, elle a été lancée il y a 3 semaines, quelque chose comme ça. Okay. Là on est vraiment en testing, on teste 3, puis on a testé les sujets, on est en train de tester la délivrabilité du mail, ça c'est quelque chose d'assez important. On est en train de la résoudre, parce que c'est vrai qu'il y a des mails qui tombent dans les spams, etc. Donc on est vraiment dans la testing de ça, tu vois. Donc on va faire moins, on va faire plus, on est en train de voir le taux d'ouverture. La semaine prochaine par exemple, on va tester un mail mais beaucoup plus qualitatif. On est vraiment en train de tester la structure là, tu vois. Okay. Actuellement vous êtes sur quel outil? On est sur GetResponse. Ok, ça marche. Mais la délivrabilité, c'est une vraie galère. Ouais, c'est une vraie galère, surtout au début. Après, une fois que vous avez des taux à combien, là, d'ouverture? 44%. Ouais, bah au-dessus de 40%, c'est pas dégueu pour la news. C'est pas mal. Vous avez combien d'inscrits? En fait, là, j'ai 2000 inscrits. En fait, j'avais pris mes mails d'avant. J'avais 10 000 inscrits. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais un taux d'ouverture à 14%. Et donc, en fait, après, j'ai supprimé tous ceux qui avaient jamais ouvert. On a envoyé des mails pendant 2 semaines, et tous ceux qui avaient jamais ouvert leur mail, j'ai supprimé la liste. Et donc après, j'ai laissé uniquement. Et du coup, là, maintenant, on a un taux d'ouverture à 44. 44, qui tourne en 44 et 50. Après. Ok. Et t'as un autre enjeu aussi. Et c'est pour ça que c'est super, c'est fondamental, et t'as l'air d'avoir une belle trame en tête, tu as un bon plan d'action en tête pour maintenir l'engagement de tes clients, en fait, tu vois, et puis de ta communauté avant ça. Et l'idée, c'est d'en faire des ambassadeurs, tu vois, de bosser sur la reco, sur le referral. Comment t'as prévu un truc pour ça ou pas? Pas pour le moment. Là, je suis vraiment encore dans la structuration totale de l'offre pour que l'expérience client soit optimale. Donc non, je n'ai pas prévu. Je suis pas dans cette phase-là, en tout cas pour l'instant. Mais après, t'as un potentiel. Ce que tu parlais tout à l'heure d'avoir une caméra, d'avoir des photos et tout. Mais ça peut être super intéressant. T'as deux. C'est intéressant de mettre en place ce qu'on appelle des boucles de referral. C'est en gros de donner du contenu à la personne, tu vois, des incentives à ton client ou à ton utilisateur, pour que de lui-même, en fait, il se dise putain, j'ai envie de partager ce truc-là sur les réseaux sociaux, j'ai envie d'en parler autour de moi. Et là, en fait, t'as 2 trucs super intéressants, c'est le rendement, donc qu'il puisse partager son rendement pour flex, en fait, tu vois, ou alors qu'il puisse partager une photo en mode regardez mon nouvel investissement et tout, tu vois. Et ça peut envoyer aussi, tu vois. Et là, tu mets en place du referral naturel, et un client peut t'en ramener un autre. Très bonne idée. Et alors, j'avais une autre question. C'est quoi le plan, là, d'un point de vue... alors chez Skezia, tu vois, on appelle ça le système entrepreneurial. Donc, notamment la partie people, tu vois. Donc, les gens que tu recrutes, etc. Mais j'ai compris que tu avais une approche assez fragmentée, tu vois. Mais c'est quoi ton plan, là, en termes de développement, tu vois, pour aller passer ta boîte de 200 par mois à 2 millions par mois? Alors, je mise pas mal sur YouTube. Je vais pas te mentir. Je fais au maximum de choses, je me fais vraiment accompagner par une équipe au top, etc. YouTube a une puissance exceptionnelle. Je m'en suis rendu compte parce que je suis passé dans une vidéo comme ça et qui a beaucoup marché, qui nous a ramené pas mal d'argent. Et je mise sur la qualité de mon audience, en fait.
Là, je veux vraiment, même là, tu vois, avant, j'étais uniquement sur TikTok et Instagram. Maintenant, je vais passer sur TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, et pourquoi pas Snapchat et LinkedIn. Donc là, déjà, développer tous mes réseaux. Donc la structuration, c'est vraiment d'être le plus vu possible et d'après d'aller chercher d'ouvrir. Je pense que le showroom va beaucoup aider aussi. Je pense que même ce sera un assez gros événement, le premier showroom. Enfin, on va vraiment faire quelque chose de sympa. Okay. On va ouvrir un showroom 300 mètres carrés. L'objectif, c'est vraiment je pense que c'est ça en fait. Je pense que le showroom va beaucoup aider. Je pense que l'élargissement sur les réseaux va beaucoup aider. Et maintenant, les gens ne s'affilient plus à une marque. Avant, les gens s'affilient à Mining Corporation. Maintenant, les gens s'affilient. C'est un peu devenir un peu un Anthony Bourbon, tu vois. Maintenant, c'est Anthony Bourbon, puis après Feed. Et là, maintenant, c'est devenir Kylian Khalifa et après Corporation. Et là, donc, là, c'est sur la partie market et tout, et sur la partie genre recrutement, parce qu'à un moment, on va quand même faire recruter du monde, Totalement. etc. Mais c'est quoi ton plan? Alors, mon plan, là, c'est déjà de faire avec tous les alternants, etc. Donc maintenant on a une team avec qui on va bosser en présentiel. Ouais. C'est de les faire poster sur LinkedIn Okay. au maximum. Okay. Copier un peu le modèle Kudak. Ouais. Tu vas vraiment développer un branding et que tout le monde commence à poster sur ça. Et après aller chercher plus en plus les chiffres vont grandir, aller chercher d'autres postes, un gros. Enfin voilà, aller chercher On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, on a notre team, c'est très bien. Tout se passe comme. Et ensuite, si on a d'autres besoins, on ira chercher. Mais moi, je m'occupe pas de ça. Je suis très nul. Je suis très nul. Mais c'est qui s'en occupe? C'est ton associé? C'est mon associé Sabrina, exactement. Ouais. Moi, pour te dire, j'ai appris les mots. Tu vois, faut te dire à quel point je suis dans quelle sphère. C'est-à-dire que tu vois, tu vois, souvent on donne des noms en anglais. Moi, je savais même pas ce que c'était un head of sales. Tu vois, vraiment, je n'ai jamais recruté de ma vie. Je suis nul. Je suis vraiment nul. Bah, c'est pas que t'es nul, c'est que tu découvres. Ouais, je découvre. Mais bon, t'apprends. Mais même en management, j'ai du mal. Ouais. J'ai fait des trucs un peu, Genre, vas-y. Genre, par exemple, moi, tu vois, je vais envoyer des messages à 1h du matin, tu vois. C'est un exemple. Mais plein de trucs comme ça, tu vois, j'ai aucun code, en fait, tu vois, dans ce domaine-là, tu vois, même les prestataires qui bossent avec moi, tu vois, bon, ils font avec mon comportement, tu vois, mais tu sais, des fois, ça, c'est des prestataires que j'ai trouvés sur Malte. On parle à 2h du matin, on discute, et il faut qu'ils bossent maintenant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis très mais bon, maintenant, je me calme, tu vois, en fait, je me rendais pas compte que j'étais dans ma sphère. Et c'est quand, mon associé me l'a dit, que je m'en suis rendu compte, et maintenant, je tempère beaucoup plus, tu vois, je suis un meilleur manager, mais je suis toujours un piètre manager. Ok. Bah, c'est pas plus mal, tu vois, d'avoir cette intelligence de dire, bon, bah, là, pour l'instant, j'apprends, mais autant en plus, ce que j'ai compris, c'est pas ce qui me passionne. Ouais. Non, c'est pas ce qui me passionne. Et surtout, moi, j'ai un truc, c'est que quand j'ai une idée, faut qu'elle soit faite directement, en fait. Et moi, j'ai un esprit un peu qui part, je suis pas du truc structuré, tu vois. J'ai un esprit dans ma tête, c'est structuré, mais quand je l'écris, pour comprendre un peu ce que je veux, où je veux aller, je vais écrire je te prends un exemple tout bête, hein, par message, je vais écrire, au lieu de faire un bloc texte, etc., moi, je vais t'écrire 20 messages, parce que là j'ai une idée et en fait t'as du mal à me suivre en fait. Voilà, la réalité c'est que t'as du mal à me suivre, t'as du mal à suivre un peu mon esprit et ça c'est ce qui fait moi et donc voilà. Et je pense et je pense beaucoup plus à moi que je pense jamais à ce que peut ressentir l'autre. Tu vois, quand je manage ou quand je donne des directives ou quoi, tu vois, je pense vraiment à moi en fait. J'ai jamais ce truc de à l'autre il peut penser ça, à l'autre il peut penser si. Je vois jamais les impacts en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte. Et maintenant que je m'en suis rendu compte, l'étape 2, c'est de changer. Bah, et là, je suis en période de changement, tu vois. Et là, maintenant, je suis plus dans une période d'apprentissage. C'est-à-dire que j'ai une excellente manager. Elle est incroyable sur ce domaine-là. Maintenant, je regarde, en fait. Et j'essaye d'appliquer à mon échelle avec, t'observes. Exactement. Et alors, sur la partie, justement, management, c'est quoi, là, les gros apprentissages que t'as fait ces derniers temps? Genre, vraiment les trucs qui t'ont aidé de ouf. Les trucs qui m'ont aidé, c'est déjà de beaucoup plus structurer mes pensées. Maintenant, je les structure beaucoup plus. Comment tu fais? Maintenant, en fait, je relis mes messages, déjà, avant d'envoyer un message. Ouais, tu sais, le hack, moi, c'est genre vraiment quand il y a un truc touchy à envoyer, je le réécris de 0 3 fois. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, je fais pas ça, mais bon, ça peut être une bonne solution. Moi, je relis mes messages, et j'attends 15 minutes, tu sais, moi, je me relis, tu vois. Je me relis, je corrige, ok. Machin, pour que ce soit le plus compréhensible possible, où je veux aller. Je suis pas super pressé parce que moi, je suis très, dès que j'ai une espèce de dose d'adrénaline, faut que les gens, ils soient dans mon truc, tu vois, genre, et si t'es pas avec moi, genre, ça va me frustrer, tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Faut que tu sois vraiment, et si les gens, ils commencent à prendre du temps à répondre ou quoi, tu vois, je suis vraiment je suis très direct, en fait. Faut vraiment qu'on rentre dans enfin voilà. Et mes trucs, c'est que là, je suis beaucoup plus dans l'observation, c'est-à-dire que je fais plus de conneries.
Je suis dans l'observation et dès que je parle à quelqu'un, je fais attention maintenant. Alors qu'avant, je faisais absolument, je ne faisais pas du tout attention. Dès que je payais quelqu'un, je m'en rendais pas compte, hein, mais je partais du principe que c'était un peu, c'est un peu, c'est pas le bon mot, tu vois, mais que c'était un peu mon esclave, tu vois. Genre, mais je m'en rendais pas compte, c'était vraiment, je faisais pas exprès. Et en fait, et les gens n'osaient pas me le dire, tu vois. Donc je pouvais pas m'en rendre compte. Et après, je m'en suis rendu compte. Donc voilà. C'est même pas que c'était, enfin, c'est en gros, ce que tu veux dire par là, c'est qu'en gros, tu partais du principe que vous aviez fait du business. Exactement. Vu que j'étais client, que j'étais un peu tout permis, en fait. Ouais. Et vu que vous collaboriez, l'acte de collaboration, etc., ça allait de fait avec le fait qu'il était dans le même délire que toi, et même de fonctionnement. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. Alors que forcément, lui, il a ses enjeux sur lesquels il est aligné. Exactement. Et t'avais du mal. Ok. C'est ça. Et alors, sur la partie branding, alors je rembobine un peu, mais sur la partie personal branding, tu m'as dit que justement, tu vas aborder plein de thématiques, etc., mais c'est quoi les grands axes sur lesquels tu vas venir te positionner en termes de contenu? Tu vas parler de quoi, en fait? Alors, ça dépend du réseau. Ouais, tout dépend du réseau. Alors, par exemple, sur Twitter, là, j'ai commencé j'ai une ligne qui marche pas mal. J'écris des trades sur la finance, les banques et un petit peu sur la crypto-monnaie, tu vois. Okay. Parce que Twitter, même si c'est branché crypto, faut faire du mainstream. Donc, j'écris vraiment des trades sur ce domaine-là. Et je fais que des trades, que format trade. Sur LinkedIn, c'est vraiment quelque chose où j'ai zéro ligne éditoriale. Là, je fais des tests tout le temps. C'est-à-dire que je vais jamais, je parle de tout. Vraiment de tout. Je suis beaucoup plus je fais pas mal de posts storytelling, donc je raconte l'histoire de ma vie, etc. C'est ton laboratoire un peu. Ouais, voilà, c'est mon laboratoire. C'est là où tout part, en fait. Et ensuite, tout ça, je vais retranscrire sur d'autres réseaux. Okay. Sur TikTok, là, je vais reprendre. Parce que j'ai pas posté depuis quelques mois, en fait. Donc, je pense qu'il va falloir réactiver le réseau. Au début, je vais faire vraiment des stats de merde, tu vois. Parce que là, j'ai 150 000 abonnés, mais je pense que je vais faire 2-3 000 vues sur les premières vidéos, quelque chose comme ça. Il va falloir réactiver le truc. Donc, je vais tester. Je serai plus du tout dans un contenu un peu bullshit, etc., un peu argent, etc. Je vais être plus dans un contenu, je sais pas, je vais voir. Je suis en développement. Okay. Sur YouTube, je vais me positionner, si tu veux savoir en termes de positionnement, je vais me positionner entre Yomi Denzel et Théo Lyon. Pour te faire un terme entre les deux, c'est-à-dire un petit peu de contenu, un peu où ça parle d'argent, etc. Et des contenus qui seront beaucoup vus, qui ramèneront vers des contenus beaucoup plus sérieux, à la Théo Lyon, etc. Donc voilà un peu où je vais me positionner sur YouTube. Et ensuite Instagram, ça va être ma carte de visite. C'est-à-dire que mon feed, voilà, je vais faire des réels, etc. En fait, je vais juste prendre mes TikTok et les poster sur Instagram et les poster en short aussi sur YouTube. Et mon feed Instagram sera vraiment la carte de visite, c'est-à-dire voilà l'ouverture du site. Dès qu'il se passe un gros événement, je vais faire un post Instagram. Enfin, voilà. Okay. Voilà un peu l'objectif. Okay. Et après, mon objectif en termes de personal branding, c'est passer sur un maximum de médias. Ok. Voilà. Et c'est quoi ton plan? Comment tu vas faire pour ça? Pour passer sur un maximum de médias, te faire inviter? J'ai pas mal de contacts. J'ai un assez gros réseau. Je peux passer, je connais vraiment beaucoup de monde. Je peux passer un peu partout. J'ai le réseau en fait tout simplement. Donc voilà. Ça marche. Et alors, j'avais une autre question. C'est quoi ton genre vraiment ta compétence phare? Genre vraiment ma compétence phare. Ouais, ce qui apporte le plus de valeur à ta boîte. Je vais reprendre ce que je disais, c'est vraiment que je suis un créateur d'opportunités. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va être dans une discussion avec par exemple 6 personnes, je vais voir des possibilités que les autres vont pas forcément voir et que je vais engager sur ces possibilités. Par exemple, tu vas me dire voilà, moi je fais ça, ça, ça. Et j'ai un automatisme, c'est de faire des liaisons entre ce que je fais et ce que tu fais, tu vois. Et toujours trouver les meilleures liaisons possibles. Et directement les proposer, tu vois. Voilà, on pourrait faire ça, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, ok, on se parle demain, on voit ce que... J'ai vraiment cette capacité je suis un créateur d'opportunités. Donc, je pense que c'est ça qui amène le plus, c'est ça qui fait que j'avance assez vite. Et ça vient intuitivement, ça. Ça, c'est instinctif. Vraiment, ça, c'est purement instinctif. Dès que je vois une possibilité. Donc voilà. Ok. Et mais moi, en fait, j'ai tout ce que je fais en tête et tout ce que je pose le maximum sur ce que la personne fait. Et ensuite, je vois s'il y a des fils qui peuvent passer, en fait, dans les, je vois ça un peu comme un cercle avec des points, et moi un cercle avec des points, et je vois s'il y a des fils qui peuvent se relier entre eux. Ok. Voilà. Ok, donc et puis après, tu relis les points, tu vois ça. Exactement. Et ensuite, je propose, et après, des fois, le fil, il se casse. Mais des fois, le skill, il devient de plus en plus dur et le truc, il se fait vraiment. Ça va être frustrant, ça, de voir en plus, vu ton mode de fonctionnement, ça va être frustrant de voir que, tu sais, tu relis le point. Genre, tu vois en plus le reliage, mais parfait. Et tu vois qu'en face, la personne n'est pas réceptive, ça va être frustrant. Je passe rapidement à autre chose. Ouais. Okay. Comme je parle à beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se passent, j'ai une vie assez active. J'ai des opportunités un peu tous les jours.
Donc j'essaie toujours tous les jours, je suis vraiment un créateur d'opportunités. C'est un peu bizarre de dire ça, mais. Ça passe par rencontrer un max de monde, en fait. Voilà, exactement. C'est ça, exactement. C'est aussi pour ça que LinkedIn, je poste pour créer des opportunités, pas pour ramener des leads. Je m'en fous de ramener des leads. Moi, c'est pour ça que je poste beaucoup plus sur qui je suis, même quand je vais ramener mon offre, je vais plus ramener mon offre vers qui je suis, en fait. Je veux vraiment que ça me débloque des opportunités, ça marche bien, tu vois. Il y a plein de gens qui m'envoient des messages en MP, et dès que je vois quelque chose d'intéressant, on discute, on fait un zoom, et on voit ce qu'on peut faire, et voilà. Mais ça, c'est un truc, c'est qu'on dit très souvent, c'est, je répète quasiment à chaque épisode, à chaque épisode, c'est sûr et certain, c'est, genre, la vente, le marketing, c'est pas, c'est l'art de créer des relations, tu vois. C'est pas transactionnel. C'est ça. T'es pas là, t'es pas là juste pour trouver des clients ou quoi. T'es là pour créer des relations avec un max de monde. Ça, exactement. Donc, les opportunités, en fait, c'est le fruit de ces relations que tu crées. Et c'est totalement ça. Et toi, t'es là-dedans. Ouais. Et, écoute, alors moi, je finis toujours par une seule question. Okay. C'est quoi, genre, les 3 conseils que t'as envie de donner là aux entrepreneurs qui nous écoutent? Réfléchissez moins. Ouais. Agissez plus. Parce que quand t'agis que tu te rends compte des vrais problèmes, et souvent quand tu réfléchis trop, en fait, t'as réfléchi à des trucs qui vont jamais se passer. Le deuxième, c'est important de kiffer aussi. Parce que c'est vrai que j'entends beaucoup de gens qui font que travailler. Moi, mes meilleures idées, je les ai eues en vacances. Prenez vacances, important. Et le troisième, je dirais, remettez-vous en question. Parce que c'est vrai que moi j'ai eu de la chance, et que c'est vrai que j'ai parlé à beaucoup de gens qui ont des boîtes qui marchent un peu. C'est vrai qu'ils prennent facilement la grosse tête, entre guillemets, qui prennent pas la grosse tête, mais qui sont un peu au-dessus du monde. Et c'est vrai que les choses peuvent aller très vite, tu peux tout perdre rapidement. Je prends l'exemple tout bête récent, Kanye West, voilà. Il a dit quelques phrases, en une semaine, il a perdu les 3/4 de sa fortune. C'est que te sens jamais sur un piédestal, parce que tu peux facilement tomber, et diversifie au max, justement, essayer de lancer le plus de trucs possible. Moi, je suis dans cette optique-là, je lance encore 2 boîtes. Enfin, je suis vraiment dans ce truc de, voilà, je mets pas tous mes œufs dans le même panier, j'essaie de lancer le maximum de choses possibles. Enfin, voilà, les trois conseils que je peux donner, que j'ai appris, c'est vraiment se remettre en question, c'est très important, et tu peux apprendre de n'importe qui, en fait. Tu vois, même un alternant qui fait sa première année d'alternance, et toi, t'es là, tu crois non, moi, je me sens jamais au-dessus de personne d'autre. Tout le monde est au même niveau, et j'écoute beaucoup, en fait. J'écoute vraiment beaucoup, j'écoute de tout le monde. J'apprends des choses, enfin, voilà. Ouais, et tu parlais de prendre des vacances et tout, mais comment, enfin, ça, tu vois, moi, je me suis mangé en plein de la gueule. J'ai jamais été salarié, et donc quand j'ai lancé ma boîte, je me suis retrouvé à faire des 80 heures par semaine, et genre, j'ai frôlé 2 fois le burn-out. Comment tu fais, toi, pour... Moi, avant de lancer un business, donc là, je suis en train d'en lancer 2 autres, moi, j'ai plein d'idées dans ma tête. J'en ai tous les jours des idées de business. Et avant de vraiment lancer un business, je me dis, OK, ça va me prendre combien de temps? Si je vois ça commence à me prendre plus de 5 heures dans la journée ou quelque chose comme ça, dès que ça me prend trop de temps, dès que moi j'ai trop de choses à mettre pour, je lance pas. Je lance vraiment des choses où je fais le maximum d'argent possible avec le moins de temps possible, où je peux apporter le plus de valeur possible. C'est pour ça que moi, par exemple, je sais que lancer une boîte de conseil, tu vois, ça demande beaucoup de temps, tu vois. Ça demande beaucoup de temps, surtout au début. Moi, c'est quelque chose, tu vois, je lancerai jamais. Tu vois, j'ai eu l'idée de lancer la corporation consulting. Puis après, en 2 secondes, j'étais avec mon associé, on a eu une discussion. Et en 2 secondes, j'ai arrêté l'idée. Donc, voilà. Moi, c'est vraiment, tu vois, dès que tu rajoutes de l'humain, par exemple, et que c'est pas en ligne, et que c'est pas automatique, et que c'est pas, tu vois, ça prend énormément de temps. Et par exemple, maintenant, je sais que je pourrais jamais lancer un business d'humain. Tu vois, je pourrais jamais lancer un cabinet de conseil, je pourrais jamais lancer une boîte de conseil. J'en suis pas capable, en fait. Moi, il faut que je travaille quand j'ai envie, en fait. Donc j'ai souvent envie de travailler, mais si je veux arrêter de travailler pendant 4 mois, il faut que j'y arrive. Faut pas que j'ai de contraintes, en fait. Et dès que je ne peux pas déléguer, je lance pas le truc. Ok. Et donc ça, c'est vraiment ton framework à toi, c'est te dire, ok, dans quelle mesure? Moi, direct, je pense à toutes les actions, c'est-à-dire qu'en une soirée, on va réfléchir à toutes les actions possibles, et tous les trucs où moi je devrais intervenir. S'il y en a trop, je le fais pas. Ok. Et comment tu fais pour avoir des idées comme ça en continu? Je passe mon cerveau. Moi, je regarde, même dehors et tout, je regarde tout le temps. En fait, j'analyse tous les shops. Quand je suis à l'étranger, je regarde tous les concepts qu'il y a. Ok, ça, on pourrait le reproduire en France, c'est bien. Ok, non, ok, il y a un truc de bouffe. La bouffe, il y a trop peu de marge pour trop peu d'employés, etc. On lance pas. Ça va très vite, en fait. En fait, j'ai toujours ce truc à
à la recherche d'opportunités, tu vois. Je suis toujours comme ça. Ok. Très opportuniste. Ouais. Très opportuniste, mais très humain à la fois. Je suis un peu entre les deux, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis, t'as fait ce travail-là aussi de compréhension de tes lacunes, etc., C'est ça, notamment exactement. managériales, comme ça, tu peux t'adapter, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Bah, tout simplement que tout ce qu'on a dans la roadmap en ce moment se réalise et tout se passe bien et la santé, que tout roule comme sur des roulettes. Voilà. Et continue de kiffer, quoi. Voilà, exactement, continuer de kiffer, c'est ça. Bah, Kylian, merci beaucoup. Y a pas de problème. Trop cool. Tu reviens quand tu veux. Allez, avec plaisir. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Salut, ciao.